Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison des Héros Anonymes. Cette semaine, nous recevons 2 organismes qui aident des gens qui ont subi les affres de la guerre. 2 différentes guerres. Celle en Syrie, dont les principales victimes sont des enfants qui vivent dans des camps de réfugiés. Et la guerre de la rue, sur laquelle poussent de plus en plus les tentes des itinérants, dont plusieurs sont aussi toxicomanes. Si vous êtes déjà allé à San Francisco ou sur la rue Hastings à Vancouver, vous espérez que le centre-ville de Montréal ne finisse pas par ressembler à ces quartiers. Malheureusement, on observe de plus en plus de seringues qui jonchent le sol dans certaines stations de métro. Une situation que tente d'amoindrir Spectre de rue avec son travail de rue et ses centres d'injection supervisés qui contribuent à prévenir et à réduire la propagation d'infections transmises sexuellement. Nous discuterons de leur travail important avec la directrice générale Annie Aubertin. En seconde partie, je recevrai l'un des cofondateurs de Je veux jouer, un organisme qui s'est donné pour mission de faire jouer les enfants syriens dans les camps de réfugiés. Parce que jouer, c'est le cri de l'enfance qui revendique son droit à vivre et à grandir en paix. Après la courte pause, on accueille Annie Aubertin, directrice de Spectre de rue. Un article paru dans Le Devoir le 17 janvier indiquait que des itinérants de la Ville de Québec ont reçu des amendes pour possession de seringues, alors que c'est souvent le réseau de la santé qui leur distribue pour une consommation responsable via le travail d'organismes essentiels. Pour mieux comprendre cette situation et surtout pourquoi leur travail est aussi essentiel, on va aller du côté de Montréal recevoir la directrice générale de Spectre de rue, Annie Aubertin. Bonjour, Annie. Bonjour. Je voulais un peu vous lancer là-dessus parce que lorsqu'on a lu cet article, on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'il y a une cohérence un petit peu au niveau des directives de santé publique? D'un côté, on les donne, de l'autre, on les arrête. Comment on fait pour régler la situation? On a été très étonnés de cette situation-là. On ne comprend pas, évidemment, ce qui a pu se passer, là. À ma connaissance, c'est pas quelque chose que je vois, moi, à Montréal, mais peut-être une méconnaissance des gens, des policiers qui étaient là. Sûrement qu'on en saura plus un petit peu plus tard, mais c'est vrai que ça frappe l'imaginaire parce qu'effectivement, si une personne, itinérante ou pas, a des seringues avec elle, c'est parce qu'elle en a besoin. Peut-être qu'ils ont eu peur que ça soit utilisé comme arme, mais généralement, c'est pas utilisé pour ça. C'est justement un geste de santé publique de distribuer du matériel de consommation stérile. C'est souvent fait par des organismes communautaires, autant que, en fait, à travers le Québec, là, ça se fait partout. Donc, Spectre de rue est l'un de ces organismes-là au centre-ville de Montréal. Oui, on distribue du matériel stérile pour que les gens... En fait, une des... les maladies transmises sexuellement et par le sang, par le sang, ça se fait souvent via le partage d'aiguilles. Si on veut commencer quelque part pour protéger les gens, c'est de faire en sorte qu'ils puissent utiliser des aiguilles ou d'autres matériels de consommation, en fait, qui sont stériles, qui est à usage unique puis qui ne se prêtent pas. On les ramasse aussi puis ça, c'est vrai pour Spectre, mais c'est vrai pour les autres organismes communautaires. On les ramasse dans nos centres, mais on fait de la tournée de rue aussi pour les ramasser parce que malheureusement, les gens ils peuvent les laisser là. Puis ça, c'est pas très bon pour les citoyens, les autres citoyens. Donc, on a des bacs installés dans Ville-Marie.
Puis on fait des tournées de rue aussi pour faire du ménage. Ouais. On va parler un petit peu plus élaboré des différents services de spectre de rue. Mais je me mets effectivement dans la peau d'un citoyen, d'une citoyenne là, qui utilise les transports en commun, dont on nous vante justement les mérites, on nous incite à le faire, et qui font face à des seringues comme ça. C'est sûr que ça peut être inquiétant pour les gens. Là, je comprends que vous travaillez à faire en sorte que ces déchets-là ne se retrouvent pas dans la rue, mais qu'est-ce qu'on peut dire aux citoyens qui sont inquiets de ces seringues-là et quoi faire? Pas y toucher. Les laisser là. En fait, c'est pas dangereux une seringue quand on la touche pas. Puis après, c'est juste de parler avec un concierge qui, eux, en général, sont formés pour bien ramasser ce débris-là. Dans le fond, faut pas toucher, faut pas prendre ça dans nos mains. C'est pas une bonne idée. Ça pique, puis en plus, il peut y avoir d'autres risques. C'est pas une bonne idée. Mais ceci dit, on appelle toujours à la tolérance pareil. S'il y a une aiguille là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est injecté là un peu avant. Donc, c'est de cette personne-là qu'il faut s'occuper, là, pas forcément des aiguilles. Oui. Donc, je comprends que parmi les services, il y a il y a la consommation sécuritaire, donc cette distribution-là. Et on peut aussi, pour ces personnes-là, le faire dans des centres d'injection supervisés. Parlez-nous un peu de ces centres. En fait, il y en a 4 à Montréal, dont un qui est mobile en autobus. Nous, à Spectre de rue, on n'est pas très loin d'ici, là, sur la rue Ontario. C'est un site de consommation supervisée qui est là depuis 5 ans. Et les gens, ce qu'ils peuvent faire, c'est venir chercher du matériel ou entrer et venir entrer avec leur drogue, dans le fond, puis venir s'injecter en toute sécurité, en présence d'une infirmière et du personnel de Spectre de rue qui est formé pour accompagner ces personnes-là. On se comprend qu'on ne touche pas à la... Quand je dis accompagner, c'est un accompagnement visuel, c'est pas un accompagnement physique, mais l'objectif, c'est surtout de faire en sorte de faire de l'observation pour que si jamais la personne elle consomme quelque chose qui la rend malade et même qui peut la faire mourir, qu'on puisse tout de suite intervenir auprès de cette personne-là. Oui. C'est l'objectif. Les gens, quand ils viennent chez nous, ils prennent soin d'eux. Pendant la pré-entrevue que vous avez faite avec notre recherchiste Catherine Bourderon, on a entendu des bips. Bip, bip, bip. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, OK. Ben effectivement, c'est que on a un système d'alarme quand il y a une surdose à Spectre de rue. Et ce système d'alarme-là, il sonne partout dans nos locaux parce qu'on a une petite chorégraphie à placer quand il se passe quelque chose comme ça. Tout le monde a des tâches très précises. Et c'est pour ça que ça sonne partout, pour être sûr que tout le monde est avisé. Là, c'est une mini-urgence qu'on met en place à ce moment-là pour faire en sorte de réanimer la personne. Il faut savoir qu'on a beaucoup de protocoles cliniques à observer quand on a une présence d'infirmière ou quand on n'a pas une présence d'infirmière. Donc, dans tous les cas, le 911 est appelé de toute façon, mais on peut s'assurer que la personne ne décède pas avant que les ambulanciers arrivent. Ouais. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y a de plus en plus, malheureusement, de mortalité due à des surdoses. Oui. Jusqu'à quel point ça a explosé ces dernières années? Ça a explosé principalement avec la pandémie, mais c'était un peu sur la route quand même. Mais bon, la pandémie, évidemment, nous a apporté... en fait, ce qui s'est passé, c'est que moins les gens ont accès à de la drogue pure, plus ils sont à risque de faire des surdoses parce que les gens qui vendent la drogue l'ont coupée avec toutes sortes de produits qui ne sont pas dans l'attente de la personne qui consomme. D'une part, cette personne-là qui consomme, elle est aux prises avec un problème de dépendance, puis elle ne peut pas dire « Aujourd'hui, j'en prendrai pas parce que je n'ai pas ma drogue de choix ». Ça ne se passe pas comme ça dans le corps de quelqu'un qui est en dépendance. Donc, il faut qu'elle se procure quelque chose, et là, c'est là que les problèmes commencent, en fait. Oui. On parle de quel genre de problème? Bien, justement, la drogue est coupée avec toutes sortes de produits qui ne sont pas cohérents entre eux. Fait que ça crée comme un mélange chimique qui peut être mortel, en fait, qui conduit à des situations dramatiques. Par chance, quand je dis que les gens, quand ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils ne veulent pas mourir, bien, c'est vrai, parce qu'ils savent qu'ils peuvent consommer en toute sécurité, dans le sens où s'il se passe quelque chose, on va les réveiller, on va agir, oui.
Donc, on est dans ce qu'on appelle ces derniers temps la crise des opioïdes. Oui, on est dans ça et aussi d'autres types de drogues, de consommation. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent avec l'inhalation. Bientôt, nous, on veut ouvrir une salle d'inhalation aussi à cause de ça pour être c'est une démarche de santé publique, mais faite dans le communautaire. Fait que c'est la nuance par rapport à un milieu hospitalier, par exemple. Là. Nous, on n'est pas un hôpital. Là. Loin de là, on est des intervenants communautaires qui font des soins de santé. Et qu'est-ce qui fait, vous l'avez abordé un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait que c'est important d'un point de vue santé publique de procurer une façon de consommer de façon sécuritaire? On parlera de prévention et autres là, pour être sûr qu'il y a des rôles différents dans notre société, mais il reste que cette clientèle-là est dépendante. Pourquoi c'est important d'investir dans le fait qu'ils aient une consommation responsable? Ben, pourquoi qu'on le ferait pas, en fait? Parce que dans les faits, c'est des citoyens qui sont aux prises avec un problème de santé. Ce problème de santé-là fait en sorte qu'ils peuvent mourir. Donc, il n'y a aucune raison au monde qui justifierait qu'on les laisse dans leur coin parce qu'ils consomment des drogues. Fait que le problème ne se pose même pas, en fait. Il faut vraiment mettre en place ce qu'il faut pour ces personnes-là. Je pense qu'il y a beaucoup le lien avec les ITSS qui font en sorte que c'est... C'est sûr que nous, on est nés vraiment dans la vague là, de sida à Montréal, à travers le monde, et pour réaliser finalement que justement, quand il y avait de la passation d'outils de consommation, ça créait encore plus de problèmes de santé. Fait que dans un premier temps, ce qui est important d'arrêter, c'est la transmission de ces ITSS-là transmises par le sang ou par les fluides corporels. Donc, ça, c'est un premier geste à poser. Si on veut aller plus loin, on peut, si la personne a de l'ouverture pour aller plus loin, mais dans un premier temps, parce que ça, c'est dramatique. Ça entraîne directement la mort. Fait que c'est ça qu'il faut comme stopper dans un premier temps. Puis évidemment, comme on est un centre d'intervention, si la personne elle veut apprendre à réduire sa consommation, éventuellement peut-être l'arrêter, mais ça y appartient. C'est son cheminement à elle. Mais si on reste dans l'optique où la personne elle reste en vie, puis elle reste consciente de ce qu'elle consomme, puis comment elle le fait, on sauve d'autres vies aussi parallèlement. Oui, puis c'est aussi de la pression sur le système de santé aussi. Et tout ça, là, tout ça. On est à la base d'un problème qu'il faut comme éradiquer. Malheureusement, ça ne marche pas tellement, parce que la hausse des maladies transmises sexuellement est présente présentement. Même chose pour les surdoses, donc Annie, on prend une courte pause, puis on poursuit notre entretien tout de suite après. Nous sommes de retour à l'émission Les Héros Anonymes. Ici Chantal Doré au micro qui vous accompagne et qui reçoit aujourd'hui Annie Aubertin, directrice générale de Spectre de rue. Alors, on a parlé un petit peu des différents services de Spectre de rue et je comprends qu'on peut aussi faire vérifier ce qu'on a acheté comme drogue. Oui, on est très content de ça. On a acquis une machine qui vérifie la teneur des substances. Les gens, ils viennent volontairement, évidemment. De toute façon, tout est volontaire chez nous, mais de plus en plus, ce service-là est fréquenté par des personnes qui soit utilisent nos autres services ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une volonté de vraiment comprendre de quoi est fait cette drogue-là pour se protéger dans notre consommation. Oui. Et qu'est-ce qui arrive si elle n'est pas bonne? Bien, c'est sûr que ça relève... Oui, on s'entend. Oui, dangereuse. Dans le meilleur des cas, ce que la personne comprend, c'est qu'elle va diminuer sa dose. Pas forcément sa consommation dans la journée,
Mais s'il était habitué de s'envoyer quelques cc, là, je ne ferai pas de chiffre là-dessus, Mhm. mais en tout cas, elle va diminuer cette dose-là pour être sûre qu'elle reste quand même en sécurité dans sa consommation. C'est l'objectif principal. L'objectif secondaire, c'est aussi qu'elle s'assure que tel dealer, tel vendeur de drogue, ben peut-être qu'il serait à éviter pour quelque temps parce que lui ou elle vendrait du matériel qui n'est pas, qui est pas bon, en fait, qui est Ouais. mortel. Oui, c'est ça. Je sais que vous travaillez justement en partenariat avec les policiers, les ambulanciers, que vous Oui. faites aussi du travail de rue. Vous souhaitiez parler de l'aspect de la décriminalisation. Oui, parce que c'est un des facteurs. Là, nous, on agit, on a une dérogation de Santé Canada qui nous permet d'accueillir des gens dans nos locaux qui possèdent de la drogue. Mm. Mais c'est de la drogue qui est achetée sur la rue. À chaque fois, dans le fond, qu'il y a une saisie de drogue quelque part, bien, il y a comme un autre bras qui se lance dans l'univers de la rue avec des produits qui sont différents, peut-être moins adaptés, puis finalement qui entraînent comme justement des surdoses puis des mortalités. Donc, on se tire un peu dans le pied à essayer de contrôler ce qui rentre au pays comme drogue. Peut-être que ça serait plus simple d'agir là aussi en se disant, ben on va décriminaliser à tout le moins la consommation simple, puis après, peut-être qu'on va arrêter de poursuivre ces gangs de vendeurs de drogue-là, puis qu'on pourrait traiter ce problème-là comme étant un problème de santé publique jusqu'au bout. Oui. Oui. Oui, parce qu'il y a différentes portes, parce Oui. qu'effectivement, si vous voyez que ça vient d'un dealer en particulier, d'un revendeur particulier, avec votre travail auprès des policiers, est-ce que ça arrive que vous faites des dénonciations de ces... ou de les mettre sur une piste? Non, non, on fait pas ça. Là. On protège beaucoup les gens qui viennent chez nous, fait qu'on ferait jamais quelque chose comme ça. Là, on agit... Pas qu'eux-mêmes se retrouvent dans des situations dangereuses. Non, il faut pas... Nous, on est un espace sécuritaire. C'est important de rester comme ça, fait qu'on fait vraiment attention à... qu'ils soient en sécurité que les gens de soient en toutes les sécurité manières. et Ouais. en confiance. Oui, ça c'est... Puis on s'adresse à des gens qui n'ont pas beaucoup confiance au système non plus, donc il faut vraiment être délicat avec eux. Oui. Mm. Et je lisais dans le dossier de recherche qu'on confond souvent ou on fait une association que itinérant égale toxicomane, toxicomane égale itinérant. Expliquez-nous les nuances à apporter. Bien, la seule nuance, c'est que c'est pas une association directe, en fait. Il y a des gens qui sont des consommateurs de drogue, qui sont en situation de dépendance de drogue, qui viennent chez nous le matin et qui vont travailler. Oui, ça m'a étonnée ouais, quand j'ai ouais. lu ça. Ils viennent chez vous Oui. avoir leur dose, puis Oui. ils s'en vont travailler, ils font leur journée comme Oui. si de rien n'était. Oui. En fait, l'idée derrière ça, c'est que c'est justement, ça participe à leur désir d'être en contrôle de la situation pareil, même si tu perds le contrôle quand tu es en dépendance, on comprend tout le monde ça, mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent contrôler le milieu dans lequel ils prennent cette drogue-là. Et ben oui, ils repartent travailler après. Des fois, on a des surdoses aussi de gens qui nous disent « Appelez pas les pompiers ou les policiers parce que, bon, c'est du monde que je connais. » ou c'est pas uniquement un phénomène d'itinérance, mais on se cachera pas quand même que quand on se retrouve à la rue, pour rester réveillé, pour rester un peu en équilibre, ben ça se peut que les gens finissent par consommer ce qui leur passe sous le nez parce que c'est pas évident d'être dans la rue. Ça aussi, c'est un autre problème, là, cette situation-là, d'avoir des gens qui sont sans logement. Puis là, maintenant, on voit des demandeurs... Ça doit empirer un petit peu avec la crise du logement aussi. Oui, tout à fait. Là, les travailleurs de rue, chez nous, ce qu'ils disent, c'est on voit des demandeurs d'asile, on voit des gens qui ont perdu leur logement. Ouais. On voit pas juste quelqu'un qui est aux prises avec des problèmes de santé mentale chroniques. Là. On n'est plus là-dedans. Et je comprenais aussi, on parlait, je disais d'entrée de jeu que ça peut être une guerre, la rue, mais déjà de protéger le peu de choses qu'on a des autres aussi. Oui. Donc, est-ce que ça peut faire en sorte que justement, on veut rester réveillé? Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est comme ça. C'est pour soulager de la douleur, très certainement, de la douleur physique et émotive, sûrement, mais c'est aussi pour rester réveillé, pour ne pas se faire voler justement le peu de choses qu'on a. Donc, c'est un cercle vicieux. On tourne là-dedans avec les gens, ce qui fait que
Bien, évidemment, tous les organismes, on a toujours une petite réserve de manteaux, Ouais. de vêtements parce que des gens ils se font voler leurs choses. On refait des cartes d'assurance maladie Mm. continuellement, effectivement, pour que les gens puissent se réaffilier au système. Mais Et je pense aux parents, mhm. aux amis de gens qui se ramassent à la rue, là, d'où l'expression. Est-ce que ça leur arrive de vous appeler pour demander des conseils? C'est arrivé, Ouais. mais je pense que les gens, ils savent pas qu'à Spectre de rue, on peut faire ça, mais oui, on Mm. peut le faire. Mais moi, j'inviterais plutôt les gens à appeler 811 Info Mhm. Sociale, là, parce que c'est un excellent service. Puis ça peut, après ça, permettre aux gens de connaître nos différents services, justement, de soutien à la personne qui est en situation de dépendance, puis peut-être de l'inciter à venir vers nous après. Mm. Mm. Et c'est sûr que je pense aux auditeurs qui nous écoutent, c'est pas tout le monde qui connaît le phénomène de la dépendance ou qui a vécu soi-même une dépendance, peu importe ce que c'est. Donc, comment vous nous expliquer un petit peu le cercle vicieux dans lequel on est? Parce que vous tentez tranquillement de les approcher, mais vous n'êtes pas dans la prévention de la consommation. On fait de la prévention pour que la personne ne décède pas Mhm. et ait des mesures de façon sécuritaire. Mhm. C'est là qu'on fait de la prévention. Oui. Naturellement, on a d'autres collègues qui vont dans les écoles, qui travaillent, tu sais, qui En tentent de... amont. Oui, en Ouais. amont, là, on est une chaîne de Mhm. communication là, auprès de la population. Chez Spectre de rue, on va directement vers les personnes de la rue et via les pères aidants et les travailleurs de rue, puis on accueille des jeunes. C'est sûr que les jeunes aussi, on va leur parler tout le temps des conséquences de leur consommation, mais honnêtement, quand ils arrivent, ils ont déjà touché à tout ou à peu près, là. Fait qu'on est plus dans de la réduction des méfaits qu'on appelle Oui. que de la promotion de « touche-y pas ». Parce que j'imagine pour quelqu'un qui est dans cette situation-là, c'est pas de se faire moraliser, parce que s'il se fait moraliser, justement, il va avoir tendance à prendre sa consommation dans un endroit où il ne sera pas vu, où il ne sera pas moralisé. Ça empire finalement la situation. Oui, c'est sûr que ça empire, ça le fragilise aussi, cette personne-là, ça la met dans une situation de danger. Oui. La prévention qu'on va faire, c'est de dire à quelqu'un ne consomme jamais seul, Mhm. traîne ta trousse de naloxone avec toi. On voit là, il y a quand même l'évolution, là. On voit des annonces de Oui, naloxone à justement, la je télévision. voulais en Oui, parler, où on dit aux gens, et là, j'ai pas bien compris, OK. on suggère aux gens, monsieur, madame, tout le monde, Oui, d'avoir... oui. Une trousse de naloxone, là, comme on pourrait avoir un EpiPen, par exemple. OK. Parce que si jamais on est témoin d'une situation dangereuse, ben on l'administre, puis on appelle 911. Puis comme bon citoyen, on devrait avoir ça avec nous. Mais c'est pas une responsabilité, parce que c'est pas tout le monde qui a des premiers soins non plus. On peut se sentir un peu apeuré d'intervenir dans une situation comme ça. Ben oui, c'est Mm. sûr, mais après ça, ça dépend des personnes. Mais je pense que comme bon citoyen, Ouais. on a toujours cette obligation-là. Après ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne vont pas le faire. Recours à personne en danger, assistance à personne Oui, en exactement, danger. là, la loi du bon samaritain. Mhm. Mais en ayant c'est des trucs qui sont simples, là, parce que c'est par le nez c'est un push-push qu'on donne aux gens, puis il faut toujours appeler 911 de toute façon. Mhm. Mais bon, pour revenir à l'histoire de prévention, c'est Oui. que notre prévention est beaucoup axée sur, justement, mets-toi dans des bonnes conditions pour ta consommation, pour être sûr que tu ne te mets pas en danger. Mhm. Puis après, comment tu peux essayer, bon, auprès des jeunes, on travaille beaucoup cet aspect-là. Tu as une dépendance, tu as du plaisir aussi, mais tu es dans l'obligation d'aller peut-être à l'école, peut-être au travail. Mhm. Comment tu peux allier les deux de manière à ce que tu puisses au moins continuer tes autres projets de vie Mhm. aussi. Bon. Mhm. Mais c'est toujours la personne qui décide, qui est au cœur de sa propre vie, on Oui, s'entend. en fait, de la responsabiliser Bien sûr, aussi. ouais. Quand vous parlez des jeunes, je sais que vous avez... Est-ce que c'est un projet tapage? Est-ce Oui. que ça se destine aux jeunes? Oui, c'est un projet qui est pour les 16-30 ans. En fait, TAPAGE, c'est l'acronyme de Travail alternatif payé à la journée. Ah. Ça vient d'une initiative faite par Spectre de rue il y a une vingtaine d'années il y avait une enquête au sujet de comment les jeunes voulaient gagner un peu de sous et pas faire des vols ou des... Pas t'sais, continuer, mais s'inscrire dans une criminalité qui devient nécessairement, c'est ça. Donc, ils nous avaient dit à l'époque
Ils voulaient avoir un peu de sous par jour, sans engagement. Puis notre travail à nous, c'est de trouver des plateaux de travail. Puis les gens, ils viennent faire quelques heures, ils repartent avec leur argent. Ils font ce qu'ils veulent avec cet argent-là. C'est leur pain gagné, comme vous, comme moi. Il n'y a personne qui nous surveille pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos sous. Mais ça doit amener une certaine pour fierté qui peut déclencher. Ils sont très fiers d'eux, ils sont contents, sont moins fatigués aussi parce que quêter, c'est difficile. Peut-être, faire des vols, c'est encore pire. Ils ajoutent un élément de fierté dans leur vie. Fierté, de stress qui baisse. Donc, dans le corps aussi, c'est le cortisol, le stress. Sûr. Donc, ça contribue au cocktail chimique de tout ça. Oui, puis il faut ajouter des éléments positifs, des petits bouts de rien de positif. Le cumul de tous ces petits éléments positifs-là vont faire en sorte que ça va faire une montagne à un moment donné pour eux, puis ça va être parfait parce qu'ils sont à la recherche de facteurs de protection, puis ils ne connaissent pas le chemin des fois. Oui. Quelle sorte de travail ils font? Et je pose la question comme ça. Si on avait un auditeur qui a une entreprise, est-ce qu'il pourrait vous contacter pour offrir? C'est souvent de la manutention, en fait, ou de l'assainissement. Tantôt, je parlais du ramassage de seringues. On fait l'été, on fait beaucoup de ménage de ruelles, de ménage de rue. On s'assure que c'est propre. C'est notre contribution aussi à un environnement qui peut être un peu plus sale parce que, peut-être qu'il y a des seringues qui traînent, peut-être aussi qu'il y a d'autres choses qui traînent. Il y a aussi, l'hiver, c'est beaucoup de la neige, du déneigement pour des gens qui sont à mobilité réduite ou qui veulent, qui nous embauchent là, pour que les jeunes aillent pelleter. Ça, sont très, très fiers, les jeunes aussi, de ça. Puis les autres petits contrats, ça peut être de la peinture, ça peut être un petit déménagement, ça peut être du ménage, ça peut être, on travaille l'été avec des gens qui sont dans l'herboristerie, les fleurs, ça leur fait beaucoup plaisir aussi aux jeunes de faire ça. Oui. J'espère que, justement, avec votre aide, il y aura d'autres fleurs qui vont pousser parfois dans des craques de l'asphalte et vous êtes là pour les inciter à pousser un peu mieux, puis à petits pas à la fois, au moins théorie du petit pas. Théorie du petit pas. Merci d'avoir fait des pas jusqu'à nous pour c'est un plaisir. Nous parler de Spectre de rue. Donc, c'est spectrederue.org. Oui. Merci beaucoup, Annie Aubertin, directrice générale de Spectre de rue. Je vous en prie. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. De retour à l'émission Les Héros Anonymes sur les ondes de Canal M pour cette deuxième partie de l'émission. Je vous présente un homme inspirant qui a fait carrière dans les médias, un papa de 5 enfants qui a été très ému par le sort des enfants syriens et qui a décidé de s'investir pleinement au milieu de ses multiples engagements pour leur offrir des opportunités de jouer. Bonjour Serge Thibodeau. Bonjour. Alors, comment s'appelle, en fait, cet organisme que vous avez cofondé avec d'autres partenaires? Ça s'appelle « Je veux jouer ». C'est clair, simplement, c'est clair. Nous, c'est JVJ, mais c'est vraiment pour tout de suite donner le ton de qu'est-ce qu'on veut faire. On veut jouer. Et ça vient des enfants, en fait. C'est eux autres qui ont dit « Je veux jouer ». Voilà. L'histoire qui vous a amené à découvrir un peu cette situation, elle est belle, je vais vous demander de nous la raconter, mais ça me fait réaliser comment souvent l'implication dans une cause sociale passe par des rencontres marquantes. Absolument. C'est vraiment d'abord une rencontre. Une rencontre qui avait un peu un caractère syrien, parce que ceux qui connaissent les Syriens, c'est des commerçants, c'est des gens qui font des deals. Ils sont toujours prêts à dire, bon, mais tu prends ce bracelet-là, plus des boucles d'oreilles, plus autre chose, puis tout ça ensemble, je te fais un prix, puis là... Ils aiment négocier. Quand on va dans une souk, il faut négocier, sinon c'est pas drôle. Donc, ça faisait partie de ça. Et moi, j'ai rencontré Shadi Alelou, qui est un Syrien qui vit maintenant à Montréal. Et lui, on s'est rencontrés dans un gym au sanctuaire. Lui était professeur de natation. Moi, je joue au tennis. Il est venu me voir, puis il a dit « Je pense que tu aurais besoin des cours de natation. Je pourrais te donner des cours. Et à l'inverse, je pense que tu pourrais me donner des cours de tennis. » On s'est serré la main, on ne se connaissait pas. Et on a commencé à faire ça. On faisait donner des cours. Et à travers cette amitié-là,
On a parlé de ce que chacun faisait. Lui, il s'occupait, entre autres, des enfants syriens. Il venait d'arriver d'un voyage dans un camp syrien pour aller construire des toilettes là-bas, des toilettes et des douches dans un camp de réfugiés. Et là, il m'a raconté comment il avait trouvé ça difficile, à quelque part désespérant. Ça donnait le goût de se coucher dans son lit et de pleurer. Sauf les moments où il avait vécu avec les enfants, qui étaient dans les camps, et qui étaient à quelque part joyeux et qui s'amusaient à courir avec lui, à faire du mime avec lui, à faire un peu de théâtre, à jouer avec son téléphone, à le filmer, à se filmer eux-mêmes. Et quand il est revenu, il a dit, c'est là qu'il faut travailler et c'est là-dessus qu'il faut mettre le focus. Sinon, c'est désespérant. C'est quand même drôle que vous dites vous étiez à jouer au tennis. Donc, c'est à partir du jeu que Absolument. cette opportunité-là d'engagement est arrivée. Oui, je pense qu'on est des grands enfants encore et qu'on continue à jouer tout le temps. Et c'est agréable quand jouer, c'est le cœur de ce qu'on fait. Federer, il joue au tennis aussi, puis c'est sa vie. Il y a des joueurs de hockey, donc c'est agréable de faire ça, de continuer. C'est un peu ça la vie, c'est un jeu quand même. Oui. Quand on le comprend, ça aide à mieux passer à travers les différentes épreuves. Vous avez cité Federer, mais je sais qu'il y a un autre joueur de tennis qui a été une inspiration pour vous. Agassi? Oui, c'est vrai. Agassi, effectivement. Agassi, que j'avais vu dans une conférence à C2 Montréal, qui était venu expliquer comment il a voulu redonner. Et quand il était célèbre, il était riche, et il a voulu redonner pour faire une école à Las Vegas, d'où il vient. Et puis, il a fait ça, ça a marché, ça a coûté quelques millions. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu le voir en lui disant « Tu pourrais faire encore beaucoup plus en organisant ça. » Donc, c'est important aussi, avec l'expérience, l'expertise qu'on développe, de mettre ça au service de l'aide qu'on veut apporter. Donc, tu peux avoir une aide qui est simple, mais tu peux avoir une aide qui est bien pensée, bien planifiée. Donc, notre côté gestionnaire, on peut le mettre au service de certaines causes. Et Agassi, finalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné son nom avec des banquiers. Et les banques ont prêté de l'argent parce que c'était lui. Et avec cet argent-là prêté, il a pu faire, je pense 25 écoles. Et ça continue. Ça a été un effet de levier. Oui, beaucoup plus fort. Parce que la personne qui est venue le voir, il a dit, regarde, t'es riche, mais t'es pas si riche que ça. Et les besoins sont à Las Vegas, mais sont partout. Donc, tu pourras jamais répondre à la demande. Mais par contre, par ma technique de convaincre des banquiers de prêter, à ce moment-là, tu vas pouvoir aider, multiplier par 10, par 15, par 20 l'effet. Et toi, ça ne te coûtera pas plus cher et ça va être possible de faire ça. Et je comprends que vous avez vous-même un parcours dans le domaine de la gestion qui vous prêtait bien un peu à créer cet effet de levier. Oui, moi, ça m'a inspiré, effectivement. Puis je me suis dit, oui, parce que les gens riches, ils font toutes sortes d'affaires avec l'argent des autres, avec de l'argent des banques, entre autres. Donc, je me disais, il y a moyen de faire ça. Moi, c'est sûr qu'avec le Fonds québécois, j'ai investi chez des producteurs pour faire du cinéma, de la télévision. Et je connais bien leur pratique. Vous êtes engagé dans le Fonds québécois? Oui, vous étiez engagé, je suis PDG du Fonds québécois que j'ai créé Mm-hmm. en 2000. Donc, ça fait 24 ans maintenant que je fais ça. Et ce qui me frappait avec le Fonds québécois, c'est que à la fin, ce qu'on fait, c'est de divertir les gens. Mm-hmm. C'est des émissions de télévision. On est encore dans le jeu. Hein? On est encore dans le jeu. Ouais. La seule chose, c'est que ici, au Québec, on divertit des gens qui ont une multitude de moyens de se divertir. Ouais. On peut aller voir un sport, on peut aller voir un film, on peut aller en vacances. Il y a beaucoup de façons de se divertir, alors que notre vie n'est pas si dure que ça, en général. Alors que les enfants syriens et les parents syriens, les réfugiés syriens dans des camps, ils ont beaucoup besoin de divertissement. C'est un besoin fondamental. On ne parle pas de la même affaire que nous. On ne veut pas juste se changer un peu les idées. On doit se changer beaucoup les idées. Et moi, c'est ça que je trouvais, c'est qu'on met des millions pour se divertir. Et eux, ils n'ont pas grand-chose à se divertir parce qu'ils n'ont rien. Puis les aides qui sont apportées sont des aides
fondamentales dans un sens. S'habiller, se nourrir, se loger, un peu s'éduquer. Oui. Et tout ça, ça prend toute l'aide officielle qui est donnée. Et quand on arrive à jouer, ben là, il n'y a plus d'argent, il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas beaucoup d'organisations qui s'attaquent à cet enjeu-là. Et ben moi, je trouvais que c'est pour ça que ça me tentait d'aller de ce côté-là, aller chercher de l'argent pour ça. Et j'imagine que le fait de jouer pour les enfants, ça doit les aider, ça suscite de la joie, ça suscite des contacts, on crée des liens, on est ensemble. Est-ce que ça aide pas psychologiquement, justement, à affronter toutes les difficultés qui sont vécues? Absolument. Puis moi, je me souviens, je suis allé là-bas 3 fois, porter l'argent et rencontrer les gens aussi pour qu'on ait un contact humain directement. Et honnêtement, je me souviens d'une anecdote là, qu'on chantait avec les enfants dans une institution et dans le fond de la salle, il y avait un petit garçon, probablement 14-15 ans, qui avait la moitié du visage déformé, qui avait encore une balle dans son visage, parce qu'il avait participé à la guerre comme un enfant soldat, et lui était dans le fond. Puis là, je me disais, on ne pourra jamais le récupérer. Je suis content qu'il y ait, je sais pas, 30 enfants qui sont en train de chanter, mais lui, le 31e qui est dans le fond, on ne peut pas l'avoir. Et j'avais tort, parce que voyant les autres s'amuser, rire... ça a eu un effet de contagion. Oui, ça et l'a tranquillement, inspiré. il s'est approché de lui-même. Ouais. Et il est redevenu un petit gars de 14 ans. Wow. Alors que quand on le regardait dans le fond de la salle, il avait l'air un peu monstrueux. Il avait l'air d'un soldat. D'un soldat en exercice. Même s'il avait 14-15 ans. Il était dans cette programmation-là, et là, il est redevenu un enfant. Il est redevenu un enfant. L'espace de quelques minutes, il s'est joint et à la fin, il rigolait comme les autres. Et il était heureux, il était enfant. Et sa vie était plus légère, tout à coup, même s'il avait le même passé. Ça ne change pas tout. Là-bas, on a travaillé avec un psychiatre syrien, qui est un monsieur très intéressant parce qu'il y a un phénomène, c'est que ceux qui sont plus instruits, plus organisés, quittent les camps et se trouvent un autre avenir. Puis il faut bien comprendre ça. Quand on dit se trouve un camp, c'est qu'ils réussissent à s'extirper de là parce qu'ils ont d'autres options. Ils ont d'autres outils pour faire ça. Donc, lui, il s'est retrouvé en Allemagne, à Berlin. Il avait sa clientèle à Berlin. Et à un moment donné, il a dit non, ça se peut pas. Là. Je ne peux pas, moi, comme psychiatre, être à Berlin et travailler avec des clients, des patients allemands qui, encore une fois, ont certains besoins réels. Je ne nie pas ça. Mais qui sont bien petits, ces besoins-là, à côté des Syriens que je connais, qui sont mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines. Et il est revenu à Gaziantep, dans une petite ville de Turquie proche de la Syrie, pour s'occuper des paumés, des enfants qui avaient de la misère là-bas. Et il nous encourageait beaucoup, beaucoup, comme vous disiez tantôt, toute l'aide psychologique que ça peut apporter. C'est énorme. Le côté estime de soi, le côté... douceur, de savoir que oui, il y en a qui nous haïssent, ou en tout cas qui agissent, qui nous nuisent, qui nous font mal, mais il y en a d'autres qui veulent nous faire du bien. Et que la vie, c'est les deux, et pas juste une chose. Donc, il nous a beaucoup encouragés. Puis une chose dont je me souviens que je trouvais importante, c'est qu'à un moment donné, on a eu des discussions avec les organisateurs des camps et tout ça, et eux, ils ne souhaitaient pas le jeu. OK? Ils souhaitaient qu'on paye l'électricité. Ils souhaitaient... Ils se disent les besoins primaires. Oui. Ils nous ramenaient à ça. Puis là, nous autres, on était déchirés parce qu'on se dit, nous autres, on ne veut pas vous apporter du lait. On ne veut pas vous apporter... Puis là, à un moment donné, la question s'est posée. Ils voulaient acheter des machines à coudre, qui est une bonne chose. Parce que ça permet de faire des affaires, de vendre ça, de rapporter de l'argent. Mais lui, il nous disait, écoutez... Machine à coudre, d'abord, c'était très féminin. C'était clair que c'est c'était perçu comme féminin, oui, c'est ça. Et ensuite, c'est pas jouer. C'est fabriquer des choses, produire, vendre. Alors que nous, on a apporté des caméras, on a apporté des jumbés, on a apporté des ballons. Et ça, c'est pour jouer. Mais là, on se sentait mal de dire, ce qu'on achète
des djembés ou des machines à coudre? Puis lui, il a dit, pour moi, il n'y a aucun doute. Apportez des ballons, apportez des djembés, parce que les enfants vont jouer. Oui. Ça va jouer les garçons, les filles. Et puis, on trouvera bien les machines à coudre à quelque part. On trouvera bien, ça c'est vraiment syrien aussi, là, on va se débrouiller pour, à quelque part, trouver quelqu'un qui va nous aider à acheter des machines à coudre. Mais personne ne va nous aider à acheter des ballons ou du djembé. C'est pas là, c'est pas dans le programme. Mm-hmm. Donc, continuez à faire ça. Et ayez le courage de dire, bon ben, on peut pas tout régler les problèmes, d'autres le feront, mais nous autres, c'est notre mission, je veux jouer. Puis on sait que ça amène, comme on le disait, de la joie. Donc, puis on agit au niveau du savoir-être aussi. Donc, peut-être même, peut-on dire d'une certaine manière qu'on prépare ces jeunes-là à être plus dans de la paix puis dans de bonnes relations. On espère que c'est une prévention pour le futur. Oui, bien en fait, il y a beaucoup, c'est toujours pareil, là, quand on donne, on reçoit. Mm-hmm. Alors, d'abord, la joie de voir un enfant qui joue de la musique, par exemple. Oui. C'est une joie un peu plus grande que de voir un enfant qui est avec une machine à coudre. OK? Parce qu'on sait qu'il est en train de fabriquer quelque chose. Donc, il y a un premier gain, là, la joie que ça nous donne. Un deuxième gain, on ne peut pas faire autrement que de se dire, seront-ils nos ennemis plus tard? Mm-hmm. Oui. Ou seront-ils nos amis? Est-ce qu'ils vont nous en vouloir? Parce que maintenant, il y a Internet, ils finissent quand même par voir. C'est quand même nouveau, ce phénomène-là. Les gens qui sont mal pris, c'est facile pour eux de voir les gens que ça va bien. Mm-hmm. Et c'est facile de développer un peu de haine ou un peu de dire, ben là, quand est-ce que c'est à moi l'assiette au beurre? Donc, il y a ça aussi. C'est sûr que ces gens-là, en tout cas ceux qu'on a vus, ceux qu'on aide, se disent, il y a du monde en Amérique, à quelque part, qui nous aime et qui font des choses pour nous, qui nous tendent la main. Oui. Puis ça, ben ça compte. Puis plus tard, on ne sait pas, là, ces gens-là peuvent devenir présidents, peuvent devenir ministre de la Culture, peuvent devenir ministre de l'Éducation. Ça s'est vu, ça va se voir. Donc, qui gardent un beau souvenir de nous autres, c'est pas mauvais. Serge, on prend quelques instants. On revient tout de suite après pour poursuivre notre entretien. Ça me fait plaisir. De retour à l'émission Les Héros Anonymes, nous sommes toujours avec Serge Thibodeau, membre administrateur et cofondateur de Je veux jouer pour les enfants syriens. Serge en a parlé un peu de l'importance du jeu et je pense que déjà on le sent dans notre cœur ce que ça amène de beau. Mais là, concrètement sur le terrain, qu'est-ce que Je veux jouer fait? Okay. En fait, là, en ce moment, on a travaillé en Turquie, mais en Turquie, les conditions se sont détériorées, les conditions de guerre et tout ça. Alors, nous, on est rendu en Jordanie maintenant. Nous, on travaille toujours avec les Syriens. C'est-à-dire qu'on apporte l'argent, mais on donne ça aux Syriens. D'ailleurs, c'est direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. On trouve ça important aussi. On est une petite organisation, mais chacun des dons qu'on reçoit se retrouve presque entièrement dans les mains des Syriens. Donc, tout ce qu'on fait, les terrains de jeu qu'on a construits, on les a faits avec des Syriens. Les ballons qu'on a achetés, on les a achetés là-bas. On n'a pas transporté rien. Là, c'est toujours avec eux autres. Alors là, on a trouvé une organisation qui s'appelle Barek, qui est faite par une femme qui est dirigée par une Syrienne en Jordanie, qui, elle, justement, elle s'occupe beaucoup d'éducation. C'est un centre d'éducation qui concerne beaucoup, beaucoup d'enfants syriens là-bas. Et là, elle a rajouté, grâce à notre entente, un volet jeu. Alors, ça joue aux échecs, ça fait de la musique, ça fait du théâtre et tout ça. Et donc, nous, on finance ces activités-là. On a regardé, on est allé les voir cette année, en 2023, et on a constaté que ça marche très, très bien. C'est très bien organisé. Et maintenant, le volet jeu est intégré dans cette institution-là.
et les enfants en profitent beaucoup. Et cette année, en 2024, ce qu'ils nous ont demandé de spécial, c'est des jeux pour des enfants handicapés. Parce qu'il faut comprendre que Il y en a tous ces malheureusement enfants-là plus, sont hein. traumatisés psychologiquement, Ouais. mais sont aussi affectés physiquement. Il y a beaucoup de chaises roulantes, il y a des gens qui manquent un pied, un bras, Ah, c'est terrible. un œil. Donc ça, c'est important. Et nous, quand on va, tu sais, moi, encore une petite anecdote, mais tu sais, on a monté à un moment donné un genre de répertoire de chansons et c'était très, très émouvant parce que c'est des enfants orphelins de père ou de mère ou des deux qui ont monté le spectacle et on les a amenés donner le spectacle à des enfants handicapés. Wow. Alors, d'un côté, tu manques un père, une mère, de l'autre côté, il te manque un bras, une jambe. Et ça a amené, moi, j'ai vu une petite fille se lever de sa chaise roulante avec les pieds tout mélangés, essayer de danser pour accompagner les orphelins. Tu sais, que c'était toute une rencontre là-dedans. Et d'ailleurs, c'était spécial parce que c'est un endroit pour les handicapés qui n'avaient pas d'ascenseur. Alors, le spectacle se donnait dans le sous-sol et il fallait transporter à bras toutes les chaises roulantes et tous ceux qui avaient besoin d'aide. C'était déjà spécial. Donc, cette année, Barec, un super centre en Jordanie qui aide les enfants. Et on a rajouté cette année la caravane philanthrope, qui sont des gens de Trois-Rivières, qui sont organisés des Québécois, qui vont un peu partout dans le monde aider, faire des spectacles, et surtout des spectacles de clowns, et surtout former une relève pour que ça continue avec des gens de la place. Ça, je pense que c'est bien important d'aider à ce qu'il y ait une paternité, là, que ça ait une pérennité qui continue. Donc, ils sont allés cette année. Eux, c'est complémentaire. Ils ont fait des choses chez Barec, mais ils sont allés un peu partout parce qu'il y a des petites organisations de Syriens qui se prennent en main, 15-20 familles, mais qui ont besoin aussi de jouer. Et là, ils ont commencé à répertorier ça et ils vont y retourner en 2024, pour former des jeunes Syriens, réfugiés syriens, qui vont faire des spectacles de clowns le reste du temps. Voilà. Et j'ai cru comprendre aussi que dans les projets antérieurs, le côté médiatique en vous a été impliqué. Là. Il y a eu, puis là, c'est notre média de prédilection. Nous sommes à la radio maintenant. C'est ça. Il y a eu des projets vraiment aussi d'émissions de radio avec les jeunes. Il y a eu des émissions de radio. Il y a eu deux sortes d'émissions de radio. Il y en a une sorte qui s'appelait Radio Dodo, qui permettait de Radio Dodo. Radio Dodo, ça permettait d'endormir des enfants dans les camps. À partir d'émissions qui venaient d'ici. Diffusées par les Internet, camps? oui, Okay. dans les camps, parce qu'il faut bien voir, là, il y a quand même des téléphones cellulaires, puis de l'Internet et Facebook. Donc, c'était par Facebook. Alors, on a fait ça en Radio Dodo et on a fait aussi des émissions où les enfants venaient faire une prestation musicale, une démonstration de quelque chose pendant un bon bout de temps. On a fait ça à Gaziantep, donc en Turquie à ce moment-là. Et ça marchait, là, il y avait comme un fan club de ça, et il y avait le logo de « Je veux jouer » derrière, et les enfants expliquaient des choses, toujours dans le jeu, là, mais c'est assez extensif, le jeu, là. Mais donc, il faut dire qu'une grosse majorité de l'argent qu'on reçoit, on aimerait ça que tout le monde nous envoie de l'argent avec notre site « Je veux jouer ». On vous a entendu. Oui, c'est ça. Petite blog publicitaire. On est là pour ça, encourager les beaux projets. Bon, alors, merci. Et normalement, c'est beaucoup les producteurs, les diffuseurs qui fournissent l'argent. Et ces gens-là, évidemment, sont sensibles. Donc, on a fait une école syrienne de médias là-bas pour continuer à former des jeunes, radio, télévision, cinéma, des courts-métrages, de la photo aussi. On a donné des cours de photo. On a amené... le groupe de Manon Barbeau a donné des cours là-bas. Donc, la première fois qu'on est allé, on avait des professeurs ça s'appelle non, en tout cas. Wakipani Mobile. Wakipani Mobile, c'est ça. Merci. C'est la première fois qu'ils donnaient des cours à des gens qui n'étaient pas des Autochtones. Parce que autres, c'est ça le but. Mais avec Manon, on avait convenu qu'on voulait surtout aider des gens qui avaient besoin d'aide. Alors, ils trouvaient que les réfugiés syriens avaient besoin d'aide. Oui, malheureusement, il
Les besoins sont grandissants. Quand on vous dit un peu, parce qu'on doit vous poser la question, ça s'est prêté parce que vous avez eu une rencontre avec Shadi, mais des guerres, il y en a malheureusement partout et de plus en plus. Est-ce que vous souhaitez développer, je ne veux pas dire des chapitres, là, parce que c'est pas ça l'idée, mais je veux jouer ailleurs? Oui, on le souhaiterait. Est-ce qu'on va le faire? Je pense pas. C'est drôle parce qu'on vient de faire, nous, on fait une levée de fonds à chaque année au mois de décembre. C'est un party syro-québécois. On invite les réfugiés syriens qui sont ici à un party de Noël avec le Père Noël. Et je demandais à la salle, là, on est allé, notre salle, c'était la Société Saint-Jean-Baptiste qui nous a prêté leur salle sur la rue Sherbrooke, pas loin d'ici. Et je demandais aux gens, avez-vous des questions par rapport à la vocation de Je veux jouer? Parce que les autres ne connaissent pas Je veux jouer, parce qu'on ne les fait pas jouer ici. Là, ils jouent déjà ici avec les terrains de jeu qu'on a. Et la première question qui m'a été posée, c'est par un petit gars de 12 ans, un réfugié syrien à Montréal, qui nous a demandé « Qu'est-ce que vous allez faire pour les Palestiniens? » Oui. Et je me suis dit, on est là pour fêter, on est là pour parler des enfants syriens. Lui-même est un réfugié syrien, mais il se préoccupe des parce Palestiniens. qu'il le vit lui-même, donc il y a une compassion pour d'autres enfants à travers le monde qui vivent la même chose que lui. C'est ça, il est sensible à ça. Donc, oui, il faudrait faire ça, mais honnêtement, j'aime ça être honnête. Ça nous prend tout notre petit change pour les Syriens. Ouais. Puis il y a une question aussi de fidélité, dans le sens que, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne se préoccupent pas de ce qui se passe. Et quand, parmi ceux qui s'en préoccupent, le sous-ensemble qui s'en préoccupe, il y a des gens volages là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la saveur du mois, c'est les Syriens. Après ça a été les Ukrainiens. Maintenant, c'est les Palestiniens. Et si on change comme ça tout le temps, ben oui, c'est bien pour les nouveaux qu'on aide, mais les anciens, leurs besoins sont encore là. Donc, nous autres, on va quand même rester là, tout en étant complètement ouverts. On peut donner l'idée. S'il y en a qui veulent le faire pour les Palestiniens, tant mieux, absolument. Là. Mais il faut dire qu'en Jordanie, il y a aussi des Palestiniens, et c'est ma réponse que j'ai faite au petit garçon. Quand on va être de passage, on va faire attention que ça touche aussi les Palestiniens. Est-ce que c'est votre parcours en administration, en gestion dont vous parliez qui vous a fait peut-être insister sur le fait de, quand on est un endroit, le fait de mettre de l'énergie à un même endroit, parce qu'on se pose la question comme donateur, est-ce qu'il vaut mieux choisir une cause qui est vraiment importante, s'investir à fond, versus distribuer des 20 $ à droite, à gauche? J'entends là, que dans votre expérience en gestion, il y a une réflexion derrière ça? Oui. Ben, il faut être organisé, c'est ce qu'on disait au tout début. Là. Il faut être généreux, mais une générosité organisée, je pense. C'est sûr que, malheureusement, je pense que le fait de se dire « Ouais, mais on pourrait aider une autre cause ou une autre cause ça peut être aussi une façon de rien faire. Oui. Okay? De dire « Ben là... pourquoi je donnerais à droite plutôt qu'à gauche, donc je ne donnerais rien. » Moi, ce que je trouve, c'est que donner à droite ou à gauche, donner au bureau, donner à la maison, donner à vos enfants, donner à votre voisin, mais donner. Et non pas prendre le prétexte que, comme on ne sait pas à qui donner, comme on ne peut pas donner beaucoup, on ne donnera pas. T'sais, moi, choisissez une cause ou choisissez plusieurs causes, mais donnez, pour moi. C'est ça qui est le plus important. Moi, je pense que c'est plus efficace en étant fidèle, en étant organisé, en ayant une mission claire, mais au moins donner plutôt que de rien faire. Ben, c'est ça, il y a des gens qui vont dire justement c'est une goutte dans l'océan. Et là, je vous regarde, Serge, et vous avez une belle histoire qui va être notre histoire de conclusion par rapport à un jeune comme ça, que vous dites, vous vous êtes regardé dans les yeux. Absolument. Ouais. Et c'est... moi, je trouve que je fais un cadeau aux enfants syriens, mais je fais un cadeau aux donateurs. C'est-à-dire, je leur permets d'aller se coucher le soir ou à la fin de l'année, au mois de décembre, de dire, j'ai fait quelque chose pour quelqu'un qui n'est pas moi, qui n'est pas ma tribu, qui est une autre tribu, et j'ai fait quelque chose, et c'est un moyen que je leur donne. Parce que sinon, si tu pars à zéro, c'est difficile de trouver ta cause. Nous autres, on a fait ça et ça devient facile, ceux qui veulent aller sur le site, de donner, mais c'est un cadeau que je donne aux Québécois. Rappelez-nous le site. Alors, le nom du site, c'est jeveuxjouersyrie.org.
Je tiens d'ailleurs à dire aux auditeurs que nos épisodes sont disponibles sur canalem.vuesetvoix.com, sur Spotify. Et c'est ainsi que se termine le 3e épisode de la saison 3 des Héros Anonymes. Merci beaucoup, Serge Thibodeau, pour cette inspiration. Continuez à jouer. Merci pour l'invitation. Merci. Oui. Nous, on sera de retour parce qu'on s'amuse, on joue nous aussi. Derrière le micro, Chantal Doré, derrière le micro, Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine et, profitez-en, jouez un peu. Cette semaine, on vous retrouve en grande forme. Au revoir. Merci beaucoup.